Attention sur la piste, les chevaux, les voitures, les gens. Faites gaffe, l'approche est délicate. Si la piste n'est pas dégagée, on remet les gaz. Miraflores, un trou perdu dans la jungle colombienne. 4000 habitants, un des fiefs de la drogue et de la guérilla. La piste de Miraflores est incroyable parce qu'elle est en plein milieu de l'Amazonie colombienne. C'est une piste extrêmement dangereuse. Elle est glissante, elle est en terre, elle est remplie de trous. La piste, c'est la rue centrale. À droite, les habitations. Et à gauche, il y a l'hôpital, la police et l'école. Des routes, ici, il n'y en a pas. Seul moyen de transport et de ravitaillement, ces vieux DC-3. Un avion toutes les 50 minutes, bourré de marchandises et d'aventuriers. Regardez au fond, il y a un avion qui s'approche. Le tracteur sur la piste, le chariot, les gens en train de discuter. Regardez la mule qui s'emballe. C'est vraiment dangereux. Si elle traverse la piste, il faut remettre les gaz immédiatement. Sinon, c'est la mort assurée. Lorsque les avions atterrissent sur la piste, les enfants courent derrière. Et un jour, il y aura sûrement un accident très grave. Mémine, c'est notre mascotte à nous, les pilotes, notre chouchou. Tout le monde la connaît ici. Et on la fait voyager gratuitement quand on peut. Elle s'occupe de nous. On l'adore pour ça. Elle est comme une fée. Les pilotes, je les trouve très beaux. Alors je les gâte. Ce sont les gens que j'aime le plus et ils m'adorent. Ils me font craquer. J'aimerais vraiment avoir un fiancé pilote. Lorsque je vivais en ville, ma famille m'a foutu dehors. Le père de mon enfant m'a rejeté aussi. Je ne savais pas où aller, je dormais dans la rue avec mon fils de 8 mois. Et pour survivre, je suis venue à Miraflores. Cela fait 15 ans que je suis ici. À l'époque, c'était le boom de la coca. Les gens ici étaient très riches. Ils avaient tellement d'argent qu'ils s'en servaient comme papier toilette. Et moi, je ramassais les billets et ensuite je les lavais. C'est comme ça que j'ai survécu au début. Aujourd'hui, je suis commerçante. Je vends quelques vêtements et de la lingerie. Et je m'en sors pas trop mal, grâce à Dieu. Tous les jours, je me lève à 6 heures du matin. Je pars avec mon petit sac de lingerie au village. Je vends mes articles à tout le monde, mais surtout aux femmes. Et mes meilleures clientes, ce sont les prostituées. Elles m'en achètent tous les jours.
Si je ne suis pas devenue prostituée, c'est grâce à mon fils. Il m'a donné du courage. La prostitution, ce n'est pas pour moi. Dans ce village, il n'y a rien d'autre que le sexe et l'alcool. À Miraflores, il y a entre 500 et 600 prostituées. C'est très dangereux pour elles, parce qu'ici, il n'y a pas de loi. Ou plutôt, c'est la loi du plus fort. J'ai eu beaucoup d'amis prostituées qui se sont fait tuer pour avoir refusé un client. C'est très courant ici. J'avais un petit ami et il buvait trop. Un jour, il m'a pointé son revolver sur la tête. J'ai pensé que j'allais mourir. Et s'il m'avait tué, que serait devenu mon fils? Ici, à Miraflores, nous avons de tout. Il y a la violence, le trafic de drogue, la guérilla, des flics, des meurtres et la prostitution. Gladys, 46 ans, la proxénète de Miraflores. Une centaine de filles sous sa protection. À Miraflores, la plupart des femmes viennent travailler comme serveuses dans les cafétérias ou dans les restaurants, mais elles s'aperçoivent que les prostituées gagnent bien mieux leur vie. Alors elles font comme les autres et tombent dans la prostitution. Et ce week-end, où veux-tu aller? À Pueblo Nuevo, à Cano Tigre, à Los Lagos, à Buenos Aires, où veux-tu aller? Je sais pas. Pueblo Nuevo, c'est bien en ce moment. Bon, je t'envoie à Pueblo Nuevo. Je note sur mon carnet le nom des filles que j'envoie dans les campements, en forêt, à Pueblo Nuevo et ailleurs. Je note avec soi les noms de chacune. Miraflores est un lieu de passage et de perdition où l'argent coule à flot. Ceux qui ont trimé des mois durant dans les plantations de coca viennent ici flamber leurs économies. L'alcool, le jeu, les filles. La nuit, on en profite aussi pour régler ses comptes en toute impunité. Dans ce village, il y avait 4 morts par jour l'an dernier. En ce moment, ça va un peu mieux. Il y en a 4 par mois. Hier soir, nous prenions quelques bières. Je ne savais pas que mon copain avait des dettes. Quelqu'un a tiré, je suis parti en courant, mais j'ai été touché et mon ami a été tué. Les filles sont traitées comme des animaux ici. La vie d'une femme ne vaut rien. Personne ne les protège. Elles ne peuvent que compter sur elles-mêmes. Moi, je suis comme une mère pour chacune d'entre elles. J'essaie de les aider, de faire attention qu'il ne leur arrive rien. Elles sont comme mes enfants. Ce couteau, je l'ai toujours sur moi. C'est ma seule défense.
Pour tenter d'éliminer les 24 000 hectares de champs de coca du département, le gouvernement colombien a lancé un nouveau programme de fumigation au glyphosate, un herbicide destructeur classifié hautement toxique par les États-Unis. L'épandage de ce désherbant a provoqué la colère des populations locales. Je m'appelle Tomás Alberto Rodado. Je vis à Miraflores depuis environ 8 ans et j'appartiens à un comité d'anti-fumigation. Nous luttons tous contre ce programme du gouvernement qui ne fait que polluer et détruire l'environnement. Ici, c'est le poumon du monde. À Miraflores, les paysans ne peuvent vivre que de la coca. Ils n'ont pas d'autre choix que la coca. Ah, c'est pas trop tôt. On allait commencer à mourir de faim. Tu es comme le gouvernement colombien qui nous a toujours délaissés. Et aujourd'hui, il s'intéresse à nous, mais pour venir nous polluer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on plante ici? On peut même pas semer du maïs. C'est pas rentable. Le riz, c'est pire. Alors on cultive la coca. L'État ne nous donne pas d'argent. De toute façon, il n'y a pas d'autre culture de substitution qui rapporte autant que la coca. La coca sera toujours un produit supérieur au reste. Ça rapportera toujours plus. Et toi, Mimine, qu'en penses-tu? Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Je ne suis pas d'accord avec ces fumigations qui contaminent l'environnement. Elles détruisent aussi les cultures de caoutchouc, le cacao, les bananes. On devrait les interdire. Bon, de toute façon, il n'existe pas d'autre culture pour faire vivre la région. Et pour le moment, on n'a pas d'autre alternative. Et le gouvernement, lui, n'a jamais rien fait pour nous. C'est vrai, il nous prend pour des cocus. À l'extérieur, on appelle Miraflores Miracoca. On nous a accusés de faire partie de la narco-guérilla. Mais nous ne sommes ni des guérilleros, ni des trafiquants. Nous sommes seulement des paysans qui cultivons la coca. Et c'est différent. Si tu vends des chaussures, on te les achète avec l'argent de la coca. Si tu as une compagnie aérienne qui envoie ses avions ici, tous les vols sont payés avec le produit de la coca. Bien sûr, il y a aussi des éleveurs, des gens qui produisent d'autres cultures, mais ça ne rapporte pas suffisamment. On ne peut pas vivre correctement dans ces conditions. Pour beaucoup de gens, Miraflores, c'est le rêve américain. Ils pensent qu'ils vont faire fortune, mais la réalité est différente. Ici, on ne s'enrichit pas, on vit bien, c'est tout, on travaille la terre. Ici, les gens ont l'opportunité de trouver les moyens de subsistance qu'ils n'auraient pas pu trouver à Bogota. Un laboratoire clandestin, comme il en existe des centaines dans la région. Ici, 90% des cultivateurs produisent de la cocaïne base, la pasta, qu'ils revendent aux trafiquants.
La drogue est ensuite expédiée par bateau ou en avion vers d'autres laboratoires plus sophistiqués pour y être raffinée, puis exportée vers l'Europe et les États-Unis. Ces feuilles ont déjà été hachées? On s'apprête à le faire. On ramasse les feuilles, on les mélange avec de la chaux, puis on les laisse macérer dans ce bidon pendant 40 minutes. Là, il y a du kérosène mélangé à 2 litres d'eau et on ajoute 20 centilitres d'acide. Après, on rajoute de l'ammoniac pour séparer la coca et ça la fait blanchir. Maintenant, on peut la filtrer avec ce torchon. Ce qui reste, c'est la base, la pasta. Et combien ça se vend? Ici à Miraflores, à peu près 10 francs le gramme. Là, il y a au moins 150 grammes, donc 1500 francs. Par hectare, on produit environ 1 kilo, ce qui rapporte 10 000 francs. Mais comme j'ai eu 8 000 francs de frais, il ne me reste que 2 000 francs de bénéfices. Ce sont les intermédiaires qui l'expédient à l'étranger qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que nous, réellement, on gagne presque rien, juste de quoi vivre et de s'acheter quelques cadeaux pour Noël. C'est tout. Et comme c'est bientôt l'été, il n'y aura pas de récolte pendant 3 mois. Et on n'aura pas un sou. Miraflores et le département du Guaviare produisent 60% de la coca de Colombie. C'est 13% de la production mondiale, l'équivalent de 150 tonnes de cocaïne base par an. Un vrai pactole qui fait vivre des dizaines de milliers de familles dans la région. Les fumigations, les gens d'ici ne veulent plus en entendre parler. Lorsque les avions de la police sont intervenus ici, on a fait une grève. Tout le village a envahi la piste pour les empêcher d'atterrir et ainsi de se ravitailler en carburant. Notre grève s'est étendue au reste de la région et du pays. Car nous, les paysans de la jungle, nous n'allons pas nous laisser mourir de faim. On a tous des enfants. Et je pense que dans toute la région de Miraflores, il doit y avoir plus de 100 000 personnes qui dépendent de la coca. Le commandant en chef de l'armée colombienne m'a traité de narco-guerrillero. Et ici, en Colombie, c'est comme s'il m'avait condamné à la peine de mort. Moi, je ne sors jamais la nuit pour éviter une embuscade. Le jour au moins, je pourrai voir celui qui va me tuer. À Miraflores, les affrontements avec l'armée sont réguliers. C'est la chasse gardée de la guérilla, les FARC. Ces rebelles, on les surnomme narco-guerilleros parce qu'ils taxent toutes les activités liées à la coca. Récolte, laboratoire, transport et pistes clandestines. Un racket qui rapporte gros et qui permet d'alimenter la rébellion. Ce conflit, qui dure depuis près de 40 ans et qui a déjà fait de nombreuses victimes, a peu de chances d'aboutir. Trop d'intérêts sont en jeu. On va s'abriter dans notre tranchée. Ça devient dangereux là, parfois ils bombardent le village.
Ici, parfois, c'est comme un petit Vietnam. Bilan de la journée, 1 mort et 6 blessés côté militaire. Ici le maire de Miraflores. Décret numéro 189 de l'année 1994. Par ce présent décret, le couvre-feu est imposé ainsi que l'interdiction de vente et de consommation d'alcool. Ricardo, le fils de Mimine, a 14 ans. Il vit en pension à Villavicencio, à 1 heure de vol de Miraflores. Sa mère, il ne la voit quasiment pas. 1 fois par mois, tout au plus, lorsque Ivan, le pilote, l'embarque dans son DC-3. Mimine, je t'ai amené une surprise, regarde. Mon fils travaille en ville dans un club de tennis. Mais je préférerais qu'il étudie, qu'il passe son bac, qu'il me dise « Maman, je voudrais avoir un bon métier ». J'aimerais vraiment qu'il devienne quelqu'un. Je ne voudrais pas qu'il tombe dans ces histoires de drogue. J'en ai vu des gosses, des jeunes de 16 ou 17 ans, mourir de ça. Moi, je n'ai jamais voulu semer de la coca, parce que je pense à mon fils, et que lui aussi pourrait en mourir. Pour envoyer l'argent de la pension à mon fils, je passe par cette radio, qu'on appelle Radio Condor. Comme il n'y a pas de banque ici, c'est notre radio qui effectue les virements dans tout le pays. On envoie en moyenne entre 40 et 50 000 francs par jour. Luis Pérez tiene comunicación Radio 906. Nelson Correa. Luis Pérez. Guillermo la Bruja. C'est pour mon fils que je supporte tout cela. C'est mon espoir. Il va grandir et être un type bien. J'espère pouvoir un jour m'en aller d'ici, quitter ce village pour toujours.